Juillet 1944. Pendant que des millions d'hommes meurent sur les plages de Normandie, une poignée d'hommes en costume impeccable se retrouvent dans l'isolement du Mount Washington Hotel, New Hampshire. Ils ne portent pas d'armes, ne commandent pas de division, mais ce qu'ils s'apprêtent à accomplir marquera votre vie plus sûrement que bien des batailles. Car ces hommes vont créer le système monétaire dans lequel vous vivez aujourd'hui. Le système qui fait fondre vos économies. Le système qui enrichit les banques pendant que vous travaillez plus pour gagner moins. Et voici le détail que personne ne vous a jamais dit. Plusieurs de ces hommes étaient des espions communistes. La Maison-Blanche le savait et les a laissés faire. La conférence de Bretton Woods promet la paix et la prospérité. Deux institutions naissent, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les objectifs annoncés brillent de toutes les vertus. La Banque mondiale octroiera des prêts aux nations dévastées, financera le développement. Le FMI stabilisera les monnaies, maintiendra des taux de change fixes. Qui oserait s'opposer à de telles nobles aspirations ? Mais derrière cette façade se cache une ambition bien plus sombre. Mettre fin à l'utilisation de l'or comme base des échanges monétaires et le remplacer par du papier manipulable. Permettre au gouvernement de créer de l'argent à partir de rien, sans subir la sanction immédiate de la dépréciation. Les deux cerveaux derrière ce plan ? John Maynard Keynes et Harry Dexter White. Keynes n'était pas un économiste ordinaire. Il appartenait à la Société Fabienne, ce groupe d'intellectuels d'élite qui avait un but précis, introduire le socialisme dans le monde. Mais pas par la révolution, par la patience, lentement, progressivement, par la propagande et la législation. Jamais il ne prononcerait le mot socialisme. À la place, progrès, bénéfice pour le peuple, assistance sociale. Ainsi, ils atteindraient leur objectif sans effusion de sang et même sans opposition sérieuse. Pour marquer l'importance de ce gradualisme, ils avaient adopté la tortue comme symbole. Et dans leur quartier général anglais, un vitrail révélateur montrait leur leader frappant la terre avec des marteaux, la remodelant à leur image, tandis que les masses s'agenouillaient, adorant des livres socialistes. Mais l'élément le plus révélateur du vitrail se trouvait au centre. Le blason fabien représentait un loup déguisé en mouton. Voilà qui était Keynes, voilà d'où il venait. À ses côtés se tenait Harry Dexter White, assistant secrétaire au Trésor des États-Unis. White n'était pas simplement un technocrate. Il était la force dominante de la conférence, façonnant chaque décision, chaque clause. Il allait devenir le premier directeur exécutif américain du FMI. Mais voici ce que personne ne criait sur les toits. White appartenait au Council on Foreign Relations, un think tank américain très influent basé à New York, fondé en 1921, qui contrôle secrètement la politique mondiale pour le compte des États-Unis. Il appartenait aussi à un réseau d'espionnage communiste opérant au cœur de Washington. La Maison-Blanche le savait. Quand Truman l'a nommé, le FBI avait déjà transmis des preuves détaillées. Pas une fois, mais 2 fois. Des documents, des témoignages, des faits. Pourtant, on l'a laissé faire. White n'était pas seul. Virginius Frank Coe, servant comme secrétaire technique lors de Bretton Woods, appartenait au même réseau. Et devinez quoi ? Coe est devenu le premier secrétaire du Fonds monétaire international. Imaginez la scène. Les 2 hommes qui vont diriger cette nouvelle machine financière mondiale sont des agents communistes connus, et on les installe quand même aux commandes. Pourquoi ? Parce que malgré leurs divergences sur les méthodes, la tortue patiente des Fabiens d'un côté, le marteau brutal des communistes de l'autre, ils étaient en parfaite harmonie sur l'objectif final, le socialisme international. Et les communistes avaient d'excellentes raisons d'être enthousiastes, même si l'URSS n'a pas rejoint le système immédiatement. L'objectif était limpide, créer une monnaie mondiale, une banque centrale mondiale, un mécanisme pour contrôler toutes les économies. Pour que cela se réalise, les États-Unis devraient abandonner leur position dominante, être réduits à une simple partie du collectif. C'était exactement ce que Moscou voulait, sans tirer un seul coup de feu. De plus, la Banque mondiale était perçue comme un véhicule parfait pour transférer des capitaux des nations industrialisées vers les pays sous-développés, précisément ceux sur lesquels les marxistes avaient le plus de contrôle. L'Occident paierait leurs factures, financerait leur régime, construirait leur pouvoir avec l'argent des contribuables. Tout cela s'est réalisé. Mais pour que cette machine fonctionne, il fallait d'abord la construire. Le FMI semble faire partie des Nations Unies, un peu comme la Réserve fédérale semble faire partie du gouvernement américain. Apparence trompeuse. Il est totalement indépendant, une entité qui échappe au contrôle démocratique. Il est financé par ses pays membres. L'Amérique paie environ 20% du total, mais en réalité c'est le double,
car la plupart des autres nations apportent des devises sans valeur. Le monde préfère les dollars. Une des opérations courantes du FMI consiste à échanger ces devises sans valeur contre des dollars pour que les pays faibles puissent payer leurs factures. On vous dit que c'est temporaire, une main tendue. Le problème, ces transactions ne sont jamais remboursées. L'argent part et ne revient pas. Mais voici le paradoxe. Bien que l'évasion de l'étalon or fût l'objectif à long terme, la seule façon de convaincre les nations de participer était d'utiliser l'or lui-même comme garantie, temporairement. Keynes l'avouera. Je ne pouvais pas provoquer une catastrophe suffisamment violente pour déloger les banques centrales de l'or. Le seul espoir résidait dans une évolution graduelle en prenant l'étalon or comme point de départ. La tortue fabienne à l'œuvre. Commencer par ce que les gens connaissent, puis glisser lentement vers autre chose. Ainsi, dès le départ, le dollar devint la monnaie internationale de facto, car il était garanti par l'or à 35 $ l'once. Les États-Unis devenaient le pilier, celui qui soutenait tout l'édifice. Le piège était en place. 26 ans plus tard, en 1970, le FMI créa le DTS, droit de tirage spécial. Les médias l'appelèrent or papier. Mais c'était une pure manipulation comptable, sans lien avec l'or ni avec quoi que ce soit de tangible. De l'argent fantôme, créé d'un trait de plume. Un an après, Nixon trancha le dernier lien avec l'or. Le plan était complet. La tortue était arrivée à destination. Aujourd'hui, le FMI fonctionne exactement comme ses créateurs l'avaient prévu. Une machine à créer de l'argent à partir de rien, à transférer la richesse des travailleurs ordinaires vers les élites politiques, à imposer le socialisme progressivement, sans que personne ne s'en rende compte. Le loup a gardé son déguisement de mouton pendant 80 ans. Mais maintenant, vous voyez ses crocs. Dans la prochaine vidéo, je vous montre concrètement comment le FMI et la Banque mondiale volent votre argent. Le mécanisme exact, les chiffres réels, les pays ruinés. Abonnez-vous pour ne pas la rater.